Il existe des statistiques montrant que de nombreux jeunes de milieux défavorisés se retrouvent redirigés vers l'enseignement spécialisé. Pour ces élèves, cette orientation serait donc plus une question de relégation qu'une question de besoin. Quand on sait que seuls 11% des élèves issus de l'enseignement spécialisé obtiennent leur CEP, il y a de quoi s'inquiéter. Tant les parents que les enfants, et notamment les jeunes du groupe école qui ont travaillé avec nous pendant 3 ans, nous ont partagé énormément de difficultés dans leur vécu scolaire. Tant pour les parents que pour les jeunes, ce sont les étiquettes et les préjugés qui vont les poursuivre tout au long de la scolarité, mais après dans la vie, dans le village aussi. Donc il y a pour les enseignants, mais comme c'est dans la société aussi, une façon d'être normale, et ces parents et ces jeunes ne sont pas considérés comme ayant un comportement, une façon de s'habiller qui est normale, et donc ils sont fort stigmatisés et c'est quelque chose qui les poursuit. Les parents, en général, ont eu énormément de mal avec l'école. L'école est souffrance pour eux. Beaucoup parlent du fait que très vite, ils ont été relégués, qu'ils ont été envoyés dans l'enseignement spécialisé, qu'en sortant de l'enseignement spécialisé, ils ne savaient ni lire ni écrire, et que donc la situation n'a pas changé pour eux, qu'ils ont pensé en terminant l'enseignement spécialisé que le certificat qu'ils recevaient était un diplôme pour obtenir un emploi, et quand ils sont arrivés devant un employeur, l'employeur s'est moqué en disant que ce certificat-là, il pouvait juste aller à la poubelle. Donc il y a énormément, il y a le fait aussi de la non-gratuité de l'école qui fait que à tout moment, il faut payer pour l'une ou l'autre chose, que si on n'a pas l'argent, en fait, l'enfant, il va recevoir des remarques en classe par rapport au fait qu'il n'aura pas payé, ce qui veut dire qu'à certains moments, les parents décideront de ne pas envoyer l'enfant à l'école le jour où il devrait apporter de l'argent. Ça va jusque-là. Tellement c'est compliqué d'être dans cette situation-là, de ne pas savoir payer. Et clairement, comme le disent beaucoup de parents, ça leur fout vraiment la honte. Je suis persuadée qu'il y a un impact je dirais plutôt socio-économique, oui, que culturel. Le culturel aussi, sans doute, surtout si les familles ont déjà connu elles-mêmes l'enseignement spécialisé. Économique aussi parce que quand vous êtes en situation de difficulté financière, quand vous êtes en surendettement et que l'école vous parle de logopède, vous parle de psy, le psy c'est quand même 40 €, c'est pas 60 € l'heure. La logo, ok, il y a le remboursement mutuel, psy un petit peu aussi. Mais voilà, ça devient, quand on parle de faire un bilan multidisciplinaire, etc. Alors le PMS peut prendre certaines choses en charge, mais ils ne savent pas aller de manière aussi approfondie. Donc oui, c'est compliqué avec le financier. Et les écoles, nous sommes vraiment démunis par rapport à ça. Pour moi, si on voulait qu'il y ait moins d'enfants qui aillent dans l'enseignement spécialisé, il faudrait vraiment que dans toutes les écoles, il y ait une logopède à temps plein. On regarde toujours une famille de façon individuelle. À aucun moment on ne fait de parallèle entre les diverses familles. Ce serait intéressant à un moment donné de prendre une école spécialisée et de regarder quelle est la situation socio-économique des familles. C'est assez interpellant. J'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années, c'était assez interpellant. On était dans une école à Woluwe-Saint-Lambert, qui n'est pas une commune défavorisée. Toutes les familles des enfants étaient des familles défavorisées, comme par hasard. Quand un enfant a des difficultés à l'école, si il est dans un milieu favorisé, en fait, on parlera des difficultés qu'il a à l'école, mais en fait, on essayera de mettre en place des solutions.
au sein de l'école, en le gardant dans l'école. En fait, quand l'enfant vient d'un milieu très défavorisé, on va se dire non mais tu as vu la famille, ce ne sera pas possible, elles ne vont pas pouvoir le soutenir, de toute façon ça ne sert à rien, tu vois bien, mais ses parents, je veux dire, ils n'ont pas de travail, etc. Ils sont dans une situation de grande précarité et donc on va orienter l'enfant pour handicap social, entre guillemets, dans l'enseignement spécialisé. Or, les parents savent très bien que beaucoup d'enfants qui sont dans l'enseignement spécialisé ne sortiront pas avec un diplôme et que donc la situation qu'eux-mêmes vivent se reproduira pour leurs enfants, alors que eux, ce qu'ils veulent, c'est un meilleur avenir pour leurs enfants. Et quand on regarde les études et les recherches, on voit qu'il y a un croisement qui se fait entre le renvoi vers des filières d'enseignement spécialisées, avec des statuts socio-économiques plus faibles, avec des enfants qui sont dans des familles d'origine étrangère, ou des enfants qui sont issus de familles roms. Et donc là, il y a des corrélations qui se font et qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans notre organisation scolaire. La honte est quelque chose qui empêche la réussite, qui va bloquer le jeune dans ses apprentissages, qui va faire en sorte qu'il aura du mal à aller à l'école et à apprendre. Et par contre, que le soutien au quotidien, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit des professeurs, est quelque chose qui va l'aider à réussir, que les soutiens spécialisés, s'ils sont accessibles, comme la logopède, la psychologue ou le psychologue va pouvoir soutenir cette réussite. Le fait donc de la motivation, c'est une fois que voilà, je suis à l'école, eh bien j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'apprendre, mais surtout j'apprends et je veux apprendre pour toujours. Et pour après continuer à apprendre toute ma vie, ça c'est vraiment la motivation. Et alors, il y avait aussi le fait que ce qui est important, ce qui soutient la réussite, c'est qu'on s'amuse quand même à l'école. L'objectif est quand même d'avoir un enseignement inclusif. Hein. C'est l'idée de la Convention des Nations Unies sur les personnes handicapées, c'est que les personnes en situation de handicap participent à la vie sociale, que ce soit en enseignement, que ce soit en emploi, que ce soit dans les loisirs, à égalité avec tous les autres citoyens. Ce sont des citoyens qui ont le droit et de ne pas être parqués dans des lieux spécialisés, de ne pas être parqués dans des procédures particulières, et donc de réfléchir à essayer de réduire autant que possible effectivement l'enseignement spécialisé. La Belgique, j'ai déjà entendu dire que la Belgique était la championne du monde de l'enseignement spécialisé, que la proportion d'enfants qui sont dans l'enseignement spécialisé n'est aussi haute nulle part qu'ailleurs en Belgique, et ça tant en Flandre qu'en communauté française. Et donc il y a une sorte de culture. On m'a dit à un certain moment, oui, mais c'est parce que notre enseignement spécialisé est tellement performant que, voilà. Mais ce n'est peut-être pas une bonne raison, et donc de réfléchir autrement à l'inclusion. Une école inclusive, c'est quoi ? On parle d'un enseignement inclusif lorsque tous les élèves sont accueillis dans les mêmes écoles et que les infrastructures, les méthodes et le matériel pédagogique, les équipes éducatives s'adaptent à tous. Inclusion pour toutes et pour tous. Les troubles d'apprentissage, les muets et les sourds, les primo-arrivants, les situations familiales ou socio-économiques difficiles,